Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette nouvelle séquence des jeudis du CLR. Une séquence qui nous permet d'accueillir ce soir Emmanuel Hénin, Xavier Laurent Salvador et Pierre Vermeuren qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Ce sont les trois co-auteurs d'un ouvrage qui, dès l'annonce de sa publication, a provoqué des réactions d'une hostilité rarement constatée dans le monde de l'édition, au point que l'éditeur a failli renoncer à sa sortie. Le tumulte médiatique autour de cette publication fut tel que le livre est devenu presque introuvable dès le premier jour de sa parution. J'en ai fait l'expérience, je crois avoir fait une dizaine de librairies avant de pouvoir en commander un que j'ai reçu assez récemment. Comme agent de promotion, on a rarement fait plus efficace. Je voudrais préciser quand même que suite aux premières réactions qui ont entraîné les retards initiés donc par les PUF dans la publication, ont publié une note que je vous lis quand même. Les PUF ont confié il y a plus de 2 ans à trois auteurs la direction de ce projet d'ouvrage collectif qui entend s'opposer aux dérives du wokisme avec l'objet d'en discuter les impensés par des arguments entrant dans le cadre d'un débat intellectuel de bonne tenue, tout en ménageant un nécessaire pluralisme de sensibilité et d'opinion des contributeurs. En cela, cet ouvrage mérite bien d'être publié au PUF, maison d'édition privée qui accompagne les travaux et débats universitaires depuis plus de 100 ans, avec le souci constant de donner à s'exprimer à tous les courants de la vie intellectuelle dans le périmètre inviolable d'un cadre démocratique et républicain. Voilà qui sonne comme un peu, enfin quelques excuses peut-être adressées aux auteurs qui avaient vu donc cet ouvrage dont ils avaient vu la publication retardée. Alors, pourquoi une telle réaction? Alors d'abord parce qu'il s'agit de wokisme, de cette religion, pour reprendre l'expression de Jean-François Bronstein, une religion qui semble avoir des fidèles inaccessibles à l'analyse critique proposée par d'autres qui ne pensent pas comme eux. La violence de ces réactions, portées par des journaux qui ne cachent plus leur parti pris, m'a renvoyé personnellement à ce colloque de la Sorbonne, organisé par l'Observatoire du décolonialisme et auquel le CLR avait apporté sa contribution, colloque qui nous avait valu d'être taxés d'affreux réactionnaires, alors qu'il s'agissait simplement de proposer, enfin, pour ces initiateurs, une voie pour la reconstruction après la déconstruction espérée et trop souvent menée à son terme par les soutiens d'universitaires américains ayant, semble-t-il, mal digéré la French Theory. Voilà, ça aussi c'est très intéressant à lire. Moi je me suis posé une question, on l'évoquera probablement dans le cadre de nos échanges, sur les risques de contamination qui risquent d'affecter l'université française suite à l'arrivée massive, enfin espérée par notre président Macron, de ces chercheurs américains mis dehors par M. Trump. Nous avions déjà eu l'occasion d'accueillir Xavier Laurent Salvador lors de la publication de son petit manuel à l'usage, là aussi, je vous en propose la lecture, à l'usage des parents d'un enfant woke. Et nous sommes heureux de prolonger ce débat avec, je vous le disais, Emmanuel Hénin, qui est professeur de littérature comparée à la Sorbonne, co-directrice de l'ouvrage qui a suivi donc le colloque de la Sorbonne, l'Université au défi des idéologies, Xavier Laurent Salvador, qui est maître de conférences en langue et littérature du Moyen Âge à la Sorbonne, président de l'Observatoire d'éthique universitaire, et Pierre Vermeuren, historien, professeur des universités en histoire des sociétés arabes et berbères contemporaines à la Sorbonne, et président aussi du conseil scientifique de l'Observatoire d'éthique universitaire. Trois intervenants donc de talent qui vont nous éclairer, nous donner envie de lire pour mieux comprendre les enjeux de ce débat. Emmanuel pourrait introduire la séquence et nous dire quelques mots de ce wokisme et de ses effets délétères. Ensuite, Pierre, qui a publié un ouvrage récemment un ouvrage sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, pourrait nous parler de cet islamo-gauchisme, compagnon du wokisme, et nous laisserons ensuite à Xavier Laurent le soin d'aborder les conséquences de cette religion sur la vie de nos universités. Alors, ce n'est qu'une proposition, mes amis, vous pouvez vous en dégager. L'essentiel est qu'après cette séquence, nous soyons, grâce à vous trois, un peu plus intelligents. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions qu'avec Samuel Mayol, nous relayerons auprès de nos intervenants. Voilà, j'en ai fini, assez bavard, et je laisse la parole donc à Emmanuel. Alors, bonjour à tous. Je voudrais d'abord, oui, c'est vrai que j'ai pas préparé vraiment un topo articulé. Je pensais il y aurait plusieurs questions, mais je vais quand même déjà dire un certain nombre de choses qui me paraissent évidentes. La première, c'est que les réactions à la sortie de ce livre confortent exactement son objet. Il faut quand même avoir conscience que nous dénonçons un obscurantisme et que au moment où on veut le publier, on se trouve face à une levée de bouclier et l'annulation d'un livre. C'est quand même assez rare, un phénomène de censure.
qui, s'il a tellement fait parler de lui dans la presse, c'est que en démocratie, on pensait que ça n'arrivait plus. Et donc, alors même que nous l'avions dédié aux victimes de la censure, alors même que deux des 26 contributeurs, parce qu'il faut bien dire qu'il y a 26 contributeurs, hein, vous avez cité Oui. les trois co-directeurs, mais il y a quand même 26 universitaires de grandes compétences, eh bien, deux d'entre eux ne peuvent jamais faire une conférence sans l'avoir annulée, déprogrammée, chahutée. Il s'agit de Céline Masson, qui dénonce la propagande transgenre, qui n'a jamais pu faire une conférence dans des circonstances normales, en particulier à Paris, puisque bien sûr, Paris est une ville woke, comme nous l'a dit récemment David Béliard, donc ça se manifeste notamment par un certain nombre d'annulations, voilà, notamment tout ce qui concerne les trans, hein. Regardez aussi les affiches pour le livre Transmania qui ont été décrochées par la mairie de Paris et qui n'a pas voulu en entendre parler. Fermer la parenthèse. Le deuxième qui est systématiquement déprogrammé, la deuxième, c'est Florence Bergeau-Blaclair, bien sûr, qui dénonce l'entrisme du frérisme à l'université. Et puis, il y a aussi d'autres qui ont été ponctuellement censurés, comme Leonardo Orlando, hein, qui n'a pas pu faire son cours à Sciences Po, portant sur le darwinisme, puisque la biologie n'existe pas dans cette idéologie. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et puis, l'autre fait obscurantiste, c'est que euh, on nous dit, exactement comme sous le stalinisme, d'où parles-tu, camarade? On nous renvoie, on ne lit pas nos arguments, jamais nous n'avons un argument adverse, mais on nous dit, vous êtes pour Trump, vous êtes d'extrême droite, vous êtes d'affre-facho, vous êtes infréquentable. Jamais on ne lit nos arguments. Et moi, ce qui me frappe dans ce courant, ce sont quand même un certain nombre de ressemblances justement avec les idéologies totalitaires, même si il faut évidemment prendre euh, enfin, nuancer enfin, ce n'est qu'une comparaison, et bien sûr, il n'y a pas de goulag, il n'y a pas de police politique, mais il y a quand même une pensée unique, une doxa, en dehors de laquelle on ne peut pas euh, parler, on ne peut pas agir, hein. On est qualifié on est en fait dissident, on est considéré comme dissident dès qu'on n'entre pas dans cette doxa unique. Ensuite, les méthodes, hein, la dénonciation, alors c'est pas la mort physique, mais la mort sociale, hein, la dénonciation, etc. Le lysenkisme aussi, dont parle justement Céline Masson dans son dernier ouvrage, il y a un véritable lysenkisme, c'est-à-dire de fausses sciences, et c'est ce qu'on a aussi dénoncé dans notre ouvrage, qui sont adoubées parce elles sont reconnues par le pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Bah, c'est non seulement l'État français peut-être, mais c'est surtout toutes les institutions qui quadrille la vie intellectuelle et la vie administrative de l'Europe, hein, et même du monde, si on compte l'ONU. Donc, autrement dit, il y a des grandes catégories, notamment le fait que le genre ait remplacé le sexe. Donc, cette imposture du genre fait partie des cadres administratifs qui régentent aussi bien l'Union européenne que l'ONU, etc. Et donc, et les droits qui se sont ensuite immiscés dans le droit de tous les pays. Et ensuite, tout ça s'est repris à tous les niveaux, et notamment par l'administration des universités. Et puis, il y a une véritable propagande, il y a une novlangue, hein, comme dirait Orwell, avec tous ces mots clés qu'on retrouve à la fois dans cette propagande administrative. Regardez par exemple les sites, il suffit d'aller sur le site de n'importe quelle université européenne, que ce soit anglaise, italienne, française, voilà. Et vous avez égalité, blanchité, je sais pas quoi, lutte contre les discriminations, tout ce vocabulaire. Enfin, évidemment, on n'est pas contre l'égalité ni pour les discriminations, il faut quand même le préciser, mais il y a une espèce de novlangue qui voudrait nous faire croire que le but de l'université, de l'éducation, de l'État, c'est pas seulement d'assurer l'égalité de tous devant la loi ou devant l'éducation, mais c'est véritablement de procéder à une forme de rééducation idéologique. Il y a une sorte d'ingénierie sociale. Et par exemple, à la Sorbonne, puisque c'est l'exemple que je connais, mais c'est partout pareil, il y a des mois du genre, les mois de l'égalité, mois de la diversité. Il faut porter des chaussettes dépareillées tel jour pour la diversité. Il faut porter des t-shirts orange un autre jour. Un autre jour, il faut aller à un film qui dénonce le racisme de l'État français. Un autre jour, il faut aller voir les drag queens et les drag kings, etc. Et tout ça doit coûter un certain prix. Il faut écouter des associations militantes, il faut ceci. Et donc, dans tout ça, les missions de l'université sont un peu perdues. Et puis,
Donc, tous ces éléments me font penser quand même fortement à un fonctionnement totalitaire, puisque on vise avec ces quelques concepts, ces mots-clés qui sont en fait des faux concepts, hein, inventés de toutes pièces, comme racisme systémique, fluidité du genre, par exemple, on vise à quadriller la totalité du réel. Donc, ça se manifeste en particulier dans l'université par la prégnance de ces mots-clés dans les recherches, dans les projets de recherche qui sont financés notamment par la Communauté européenne, enfin même exclusivement par la Communauté européenne, puisque comme nous le répétons dans chaque intervention, mais je me permets de le redire ici, la France a délégué complètement la gestion de sa recherche à l'Union européenne, à qui nous versons 46 milliards par an, et qui redistribue ensuite les budgets en fonction des projets. Et donc, au lieu d'abonder les laboratoires, comment dire, les recherches fondamentales de l'ensemble des laboratoires, eh bien, on va sélectionner des projets qui sont faits au coup par coup et qui, dans un univers très concurrentiel, vont être choisis en fonction de l'usage d'un certain nombre de mots à la mode, puisque ça paraît servir la justice sociale, les idéaux. Voilà. Donc, Emmanuel, si j'ai bien compris, ça veut dire que la France a perdu la maîtrise de sa exactement. recherche. Hein, Xavier Laurent, tu es d'accord? On peut Alors le dire. absolument. Ah oui, 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 moi je peux prendre le relais là-dessus. La France a totalement délégué à l'Europe la gestion de ses recherches. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs doivent s'imaginer en fait qu'aujourd'hui, quand on est professeur d'université ou directeur d'un laboratoire, directeur d'une UMR, hein, sont toutes les institutions, CNRS, INRIA, où se déroule la recherche avec l'université, ils doivent s'imaginer que bah, par nature, quand on gère une recherche sur le Covid ou sur le cancer, on touche naturellement de quoi financer la recherche. C'est faux. Aujourd'hui, le financement de la recherche, c'est, pour le dire très vite, une part, mais infime, du budget de l'État lui-même. Il y a une agence nationale de la recherche qui pilote là aussi des appels à projets, mais la part, disons, qu'on pourrait imaginer comme étant naturellement due aux chercheurs, comme une espèce de manne qui permettrait de chercher de manière autonome, elle n'existe plus. Et pour pouvoir toucher des vrais financements, les fameux 46 milliards dont Emmanuel vient de parler et dont 17 sont reversés à la France, hein, on donne 46, on reprend 17, eh bien, ces 17 milliards sont dispatchés non pas parce qu'on est chercheur dans une équipe avec un laboratoire, un label, etc., mais on candidate à des appels à projets, on se réunit et on déstructure les laboratoires parce que les équipes ne sont plus des laboratoires, mais sont des agrégats de chercheurs qui pensent pareil. Donc, ça explose complètement la structure du cadre de la recherche que tout le monde en France s'imagine encore perdurer, et on touche les financements sur cette base de rapprochement. Donc c'est exactement ce que vient d'expliquer Emmanuel. Aujourd'hui, on touche de l'argent, mais ça ne finance plus la recherche. Ça finance une certaine adéquation, une certaine façon de se représenter la recherche. Oui, c'est plutôt inquiétant quand même. C'est, c'est, Alors, c'est, oui, bah, je pense que peut-être certains de tes auditeurs disent, ah bah c'est de la performance, c'est comme ça qu'on doit évaluer, etc. Mais quand on se représente ce que c'est que la recherche, enfin, pardon, mais on n'est pas dans une ingénierie, justement. La recherche, c'est explorer le monde inconnu et donner du temps. Je parle même pas d'argent, hein, parce qu'en France, l'argent, c'est à vous, mais les chercheurs font ce qu'ils sont. Mais c'est donner du temps à des gens pour regarder dans le noir, dans l'inconnu, pour voir ce qui se passe. Alors, si on part du principe que euh, on a des présupposés sur ce qu'on doit découvrir et que ce sont des mots-clés qui vont nous servir de lampe torche, bah, du coup, vous vous rendez compte que ça biaise les résultats de la recherche, Mm. évidemment. Mais Donc, Xavier j'ai cette Laurent, impression. c'est une règle européenne, ça? Les autres pays fonctionnent comme ça, comme nous? Oui, oui. Donc Alors, non seulement ils fonctionnent comme ça, mais ils fonctionnent tous comme ça, et il y a un double niveau, disons, dans le fonctionnement de la recherche, puisqu'il y a des pays qui sont moteurs de cette politique parce qu'ils donnent et ils versent au pot commun. Par exemple, la France donne 46, récupère 17, mais il y a des pays, attention, il y a des pays qui ne donnent rien, qui ne font que vivre de ces subventions parce que leurs États ne peuvent pas les financer. ouais. Donc, leur recherche, nous, on a encore l'idée d'un modèle qui pourrait être différent, mais il y a des États en Europe qui n'ont même pas l'idée qu'on pourrait vivre différemment, parce qu'ils n'ont pas l'autonomie, ils n'ont pas l'argent pour le faire. d'accord. Et Donc, il nous, faut on faire les a, très les 46 milliards. Ça m'étonne. Nous, on les a. attention. Pas où on les a, mais c'est pas grave. Oui, mais je pense que oui, oui, et dans les 46 milliards, ils doivent compter la masse salariale des enseignants. Donc, il faut faire attention. Mm. Et je sais pas non plus où on va trouver les millions pour accueillir les chercheurs américains. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, pour un poste à l'université, il y a entre 100 et 150 candidats. Donc, c'est très très gentil d'accueillir les chercheurs américains,
mais ça va encore prendre les rares postes qu'il y a aux Français. Donc c'est pour ça que les chercheurs qui étaient tout feu tout flamme en disant ah oui, les pauvres Américains, faut les accueillir, maintenant ils font un peu la tête finalement quand on dit qu'on va vraiment les accueillir parce que là ils disent ah bah non zut alors parce qu'il y a une immense précarité. Il faut bien s'imaginer ça que pendant des années et des années on doit vivre d'expédients, faire des petits cours à droite à gauche, des petites charges de cours, 40 euros de l'heure qui représentent en réalité pour une heure d'enseignement 10 heures ou 15 heures de préparation et de correction. Donc c'est vraiment c'est misérable la condition des chercheurs aujourd'hui. Voilà. Alors, Mais il faut bien voir juste un dernier mot, mais il faut bien voir qu'un Américain qui serait recruté aux conditions d'un maître de conférence ou d'un professeur en France, bah, enfin, un Français touche à peu près l'équivalent d'un instituteur aux États-Unis. Donc là encore, l'attractivité et la promesse européenne du succès du recrutement est pas tout à fait au rendez-vous. On en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Oui. Voilà, Je voudrais c'est assez marrant. qu'on revienne, Emmanuel, sur ce que tu disais. Quand on regarde, quand on parcourt le bouquin qui est sorti donc après le colloque de la Sorbonne, le constat que tu viens de faire, il était déjà là. Est-ce que ça oui. a bougé? Est-ce que ça s'est accentué? J'avais cru comprendre à un moment, lors d'un webinaire que nous avions avec Xavier Laurent, qu'il y avait peut-être un mouvement voilà, de résistance. Où en est-on? Alors, je dirais qu'il y a une prise de conscience, parce que le colloque de la Sorbonne, notamment, il me semble, était parmi les premiers à Oui, dénoncer ce point de vue. Et ensuite, ça a été suivi d'énormément d'autres livres, d'abord, dénonçant le wokisme, et puis de prises de position d'élus, notamment du côté des LR, quelques LR. Enfin, il y a quelques élus, ce sont un petit peu des élus à tous les échelons, d'ailleurs, ou divers ou non affiliés, peu importe, se sont émus de ce fait. Donc il y a eu une prise de conscience. Cela étant, ça n'a rien changé aux institutions et tous les jours, on continue à recevoir des annonces de colloques. Alors je peux vous citer ceux reçus hier, hein. Corporeité queer dans l'imaginaire contemporain, le corps queer comme arène des ontologies possibles. Bon, après un festival à Londres, Land, Body and the Sacred, Filipina Eco-Trans Feminism. Et puis, à la Sorbonne, genre, sexualité et vaudeville. Voilà. Comment le vaudeville promeut le libre-échangisme et la fluidité des sexualités. Et chaque jour, il y en a comme ça son petit paquet. Donc ça n'a absolument rien changé sur le fond, au fonctionnement. Donc ça accroît, je dirais que c'est cette question de woke, anti-woke, recoupe peu ou prou finalement euh, la différence entre ces élites mondialisées déconnectées et puis le gros des populations pour qui c'est du charabia, toutes ces affaires, et qui ont des soucis autrement plus graves. Et donc, ça accroît encore le fossé, je pense, entre la petite pseudo-élite mondialisée et qui vit hors du réel, en réalité, parce que tout ça, c'est hors du réel, et puis les gens qui ont les pieds dans la boue ou les pieds dans la terre et qui ont d'autres priorités. Donc, je pense que ça. Et qui trouvent qu'on en fait un peu trop, quoi. hmm, Voilà. Et est-ce que je pourrais simplement, pour nos auditeurs, préciser peut-être les trois grands enjeux, les trois grands problèmes que posent ces idéologies, alors déjà à l'université, hein, vraiment. C'est d'abord, et la raison pour laquelle nous sonnons vraiment le tocsin. La première, c'est la mise en cause de la liberté d'expression, qui paraît quand même, aussi bien à l'université que dans l'espace public, civique, qui paraît une nécessité en démocratie, enfin quelque chose de non négociable. Or, aujourd'hui, la liberté d'expression est très problématique. À preuve, le nombre de personnes, de journalistes qui se sont euh, affligés que les livres paraissent quand même, qui ont dit, mais vous vous rendez compte, le livre est paru. Voilà. Et le fait même qu'un collectif de jeunes féministes, d'étudiantes féministes, ait saccagé le local des PUF quand même avec des collages sauvages le jour même de sa parution, hein. D'ailleurs, j'ai mis un petit mot sur leur réseau social. Bravo pour la liberté d'expression, c'est ça votre conception? Et on m'a répondu, ah, mais t'as rien compris, idiote, c'est ça la liberté d'expression. Ah bah d'accord, voilà. Donc la liberté hmm. d'expression, c'est la censure. Bon. Donc première chose, la liberté d'expression. Deuxième chose, la confusion entre la science et le militantisme. Elle est extrême. Là, je suis en train d'expertiser des dossiers. En fait, elles se disent toutes, parce que souvent des chercheuses engagées, elles se disent pas militantes dans mes dossiers, mais par ailleurs, dans les programmes de colloque, très souvent, on se présente comme militant antiraciste, militant autochtone, militant féministe. Et donc ça, c'est un vrai problème. Normalement, la recherche et le militantisme sont deux. Vous pouvez très bien militer dans l'espace civique, mais ça ne doit pas impacter votre recherche. C'est quand même, évidemment, ça vous pousse à prendre des biais qui sont évidents, hein. Euh, et donc, il y a des pressions ce militantisme se traduit par des pressions très fortes et une forme d'autocensure. Je vous donne un exemple
j'ai découvert que pas mal de professeurs de linguistes, en fait, étaient intimement opposés à l'écriture inclusive, mais s'y étaient ralliés. Parce que c'était la manière de faire carrière, même s'ils avaient déjà un poste, c'était la manière d'être bien vu. Il faut être pour l'écriture inclusive aujourd'hui, même si on sait très bien que c'est du bullshit, hein, voilà. Et puis, autre exemple, des étudiants se plaignent d'être notés sur des critères idéologiques. Beaucoup d'étudiants m'ont dit, écoutez, c'est pas normal, je comprends pas cet exposé complètement nul. Il a 18 parce qu'il dit queer, fluidité et trucs, et puis celui d'après, très intéressant, il a eu 5. Donc ça, c'est quand même un problème, hein. Donc, perméabilité totale. Bon. Je vous rappelle aussi qu'un groupe d'informaticiens a fondé Elokitex, hein, sur les fonds du CNRS, qui est finalement une entreprise militante qui invite à quitter X, parce que bien sûr c'est financé par le méchant Musk, mais tout ça en prenant sur leur temps et sur l'argent du contribuable. Voilà. Et puis troisième point, donc après la question de la censure et la question du militantisme, c'est l'ignorantisme. Et ça, je pense que c'est peut-être une des nouveauté de ce livre par rapport aux précédents ouvrages sur le wokisme, et c'est ce qui fait aussi le plus grincer des dents, peut-être, c'est qu'on montre tout simplement la bêtise totale de beaucoup de ces recherches, hein. Euh, qu'on embrasse par facilité intellectuelle, par paresse, et aussi qui consiste à se conformer à un catéchisme et à plaquer, comme le disait Xavier Laurent, à plaquer une grille de lecture qui fait qu'on sait déjà ce qu'on va trouver avant d'avoir commencé à chercher. Voilà. On sait par exemple qu'on va trouver du racisme systémique, on va trouver l'oppression du patriarcat, quel que soit le corpus, en histoire, en littérature, en sciences sociales, on sait qu'on va trouver du racisme et du patriarcat odieux. Voilà. Et donc, finalement, c'est même pas la peine de chercher. Voilà. Et alors, je cite pour terminer là-dessus, et après, je laisse la parole, pardon, à mes deux collègues. Euh, j'ai lu dans un rapport de thèse il y a quelques jours, est-il admissible en 2020 de consacrer une thèse de doctorat entière à 6 hommes blancs? Voilà, c'était une thèse de littérature. Il aurait fallu qu'elle mette une femme noire, même si ça n'avait aucun rapport avec le sujet. Vous voyez. Donc maintenant, pour faire une thèse sur l'armée rouge, il va falloir dire qu'il y a la moitié de femmes dans l'armée rouge. Puis aussi des noirs et des trans et tout. Voilà. Donc vous voyez l'absurdité de la chose. Bien, merci Emmanuel. On reviendra sur ces questions. Alors, je salue l'arrivée donc de Pierre Vermeuren parmi nous, qui vient de loin, hein, mais qui. Alors, le nom qui s'affiche n'est pas le sien, hein. Il y a écrit, je crois, Xavier Laurent Salvador. Xavier Laurent Salvador qui a Ouais, dû squatter l'ensemble des voilà. écrits. Ah, c'est Bien bien ma Pierre. force. Voilà. On le Euh, reconnaît bien là, hein. oui. Moi, Bon. ça ne m'étonne pas de lui, hein, je le connais très bien, hein. Ouais. Bien ma J'avais une question force. à poser, Emmanuel. Emmanuel, tout à l'heure, tu as fait référence à quelques prises de position d'hommes politiques et tu les as situées parmi les LR. Est-ce que ça veut dire que l'adhésion, enfin, que wokisme va avec un certain camp politique? Est-ce que c'est la ligne de partage sur le wokisme, où où est-ce que ça se passe sur le plan politique avec l'échiquier que nous connaissons actuellement? Est-ce qu'on est woke forcément quand on est à gauche ou être contre le wokisme, c'est être à droite? Alors, je dirais, après je laisserai mes collègues répondre, mais enfin compléter. On voudrait nous cornériser à l'extrême droite. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Toutes les accusations, on veut en faire de nous des suppôts de Trump et de Poutine notamment, et de tous les affreux qui ont voilà, d'extrême droite. Mais dans notre collectif, les seules personnes qui sont affiliées à un parti que je sache, c'est au Parti socialiste, hein, enfin, ou qui l'ont été, bon. Et il y a évidemment une variété, mais il est clair que la gauche est très fortement attirée par ces idéologies. Pourquoi? Parce qu'elles ont, enfin l'extrême gauche principalement, mais ça déteint quand même très largement sur la gauche, puisque ça va jusqu'à Macron, hein, très fortement attirée par ces idéologies qui ont en fait pris le relais du marxisme et aussi de la défense du peuple, hein. C'est la fameuse note de Terra Nova. Donc maintenant, il faut défendre les damnés de la terre, les immigrés, les femmes, les minorités. C'est le pari largement réussi finalement de la gauche sociétale telle qu'elle s'est fondée il y a une quinzaine d'années. Et donc la gauche s'identifie beaucoup à ces causes, faute d'avoir réussi à assurer à tous l'aisance matérielle, l'enseignement, et ben on va dire bah, vous pouvez tous changer de genre, hein. Vous ne pouvez pas recevoir une éducation correcte, vous ne pouvez pas payer votre loyer, ni manger à votre faim, mais par contre, si vous voulez changer de genre, là, on finance à fond toutes les opérations. Voilà. Donc c'est une espèce de diversion. Donc je dirais ça. Après, la droite est sans doute un peu divisée parce qu'on sait très bien que se prononcer contre le wokisme, c'est tout de suite être un paria, être exclu, mais globalement, quand même, je dirais,
J'attends de voir si les autres confirment que ça vient plutôt de la droite, aujourd'hui, les attaques du wokisme, alors même que, tout simplement parce que les personnes de gauche qui prennent position contre sont aussitôt taxées d'être à droite, tout Ah ouais. simplement. Voilà. D'accord. Xavier Laurent, tu confirmes. Bah écoute, moi je suis très embarrassé pour avoir un avis tranché. Par exemple, il y a des marqueurs forts comme la laïcité, par exemple, qui sont Hmm. extrêmement fédérateurs aujourd'hui. Et moi, je fais le pari que on ne pourra pas s'économiser à un moment d'avoir une choc frontal, notamment avec les gens qui se réclament de la gauche laïque sur la question du wokisme aujourd'hui. Parce que comme Emmanuel l'a très bien dit, euh, il y a un malaise à gauche. On pourra en parler tout à l'heure. C'est structurel. Je pense qu'il y a des gens qui ont pensé ça, qui l'ont fomenté. Enfin, tu prends quelqu'un. Il y a un sociologue américain qui est à l'origine de la fondation d'Alliance citoyenne, par exemple, de Julien Talpin à Grenoble, qui s'appelle Saul Alinsky, qui a très bien expliqué comment faire pour cliver les courants démocrates. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu apparaître en France, comme l'a expliqué Emmanuel. Et aujourd'hui, de toute façon, ceux qui à gauche se réclament de l'anti-wokisme sont automatiquement taxés d'être de droite ou d'extrême droite. Donc, ma foi, le marqueur se fait de lui-même. Non, et Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, vous savez, les positions sont très compliquées. Moi, je travaille sur le Maghreb, sur le monde arabe. Donc, on a l'Algérie face à nous, qui rallie les positions de l'extrême gauche. Et on a vu à quel point le positionnement en faveur de l'Algérie est très puissant, puisqu'il concerne en réalité la quasi-totalité de la gauche. C'est le président Macron qui a voulu absolument engager cette réconciliation avec l'Algérie. Le wokisme en Algérie, ça serait de la science-fiction. D'ailleurs, dans le monde arabe en général, c'est des notions qui ne sont pas comprises, qui sont rejetées comme la preuve de la décadence occidentale, voire de la perversion de l'Occident. Donc le wokisme, on va le retrouver en Afrique du Nord uniquement dans les instituts culturels français et quelques autres instituts culturels européens. Je ne dis pas ça je dis ça de manière précise parce que je sais qu'à Tunis, par exemple, le centre de recherche français, l'IRMC, a réussi le tour de force à recruter une spécialiste, disons, des trans ou en tout cas enfin pas de la transition de genre, mais en tout cas quelqu'un qui s'intéresse notamment aux transsexuels en Tunisie. Cette personne, évidemment, qui est une universitaire tunisienne qui n'avait pas entamé ses recherches dans ce domaine, n'a réussi évidemment à trouver un poste de chercheur associé qu'au sein du CNRS français, en l'occurrence l'IRMC il y a quelques années, qui est une personne très sympathique au demeurant, c'est pas la question. Mais donc, un tel poste, évidemment, dans une université tunisienne serait relativement surréaliste. Je ne vous dis pas ce qu'il en serait en Algérie et au Maroc. Donc, moi, de ma fenêtre, les lignes, vous voyez, des lignes d'appartenance, les lignes de clivage, qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est que la droite dans ce contexte? Elles sont complètement perverties. Et le wokisme, c'est un espèce d'attrape-tout qui se saisit. Alors, il n'est pas tout seul, hein, parce qu'au fond, l'attirance qu'exerce l'Algérie sur une grande partie des élites et des élites intellectuelles françaises, on voit à quel point aujourd'hui, il est difficile à gauche dans certains milieux de gauche, bien sûr, dans certains médias de gauche, de critiquer l'emprisonnement de Boualem Sansal. Et Boualem Sansal est renvoyé lui-même à l'extrême droite, vous voyez. Alors que lui, il est en lutte contre le régime algérien, il est en lutte contre la dictature religieuse, il est en lutte contre la dictature militaire. Alors voilà, bon, c'est pour vous dire que la réponse que je peux vous fournir n'est pas simple. Et on observe parmi mes étudiants, ou parmi les étudiants français en général, une espèce de confusion des genres qui est entretenue par certains leaders politiques, où finalement le positionnement de gauche, ça serait de soutenir aujourd'hui la pauvre dictature algérienne, militariste, religieuse, etc. Je ne vais pas recommencer, au nom du progressisme des militants, des moudjahid des années 50. Enfin, bon, on est dans une confusion mentale très problématique et politique. Hmm. Et si je peux ajouter un mot, je dirais juste que cette confusion, elle vient aussi de l'obscurantisme, elle vient aussi de l'ignorantisme qu'on dénonce. Bien sûr. C'est-à-dire que si le terreau, finalement, l'obscurantisme est à la fois la cause, le terreau, et le résultat du wokisme. Tout ça s'entretient en un cercle vicieux infini, puisque moins les étudiants, notamment, et même les collègues sont instruits de l'histoire, etc., et plus ils vont tomber dans ces panneaux grossiers
Ils connaissent pas la colonisation, ils connaissent pas l'histoire de la colonisation, ils connaissent pas l'histoire d'Israël, etc. Et donc, ils se permettent des grands jugements à l'emporte-pièce. J'ai une collègue qui m'a dit, ah bah si tu crois que le patriarcat n'existe plus en France, eh ben voilà, enfin, pour nous, on est le pire régime patriarcal. Par contre, jamais un régime islamique n'est taxé de patriarcal dans ce système. Alors, il faut qu'on m'explique comment. Je suis Et d'accord. Et si, juste un mot une encore, dernière attends. chose, attends, juste une chose aussi, pour aller dans ce sens-là, c'est que non seulement on assiste à ça, mais on voit à l'intérieur les mouvements, des mouvements politiques aujourd'hui légitimer leur action sur l'université. C'est ce qu'on n'arrête pas de dénoncer au nom du lycénkisme, Gilbert et moi. C'est ça, moi, qui m'inquiète tout particulièrement, c'est que la politique, que les politiques s'inspire de l'action ou des conclusions de la science, c'est très bien, mais que l'action politique soit légitimée par la science, c'est-à-dire qu'on vienne te dire que t'as pas le choix politique parce que le bien, c'est aujourd'hui de lutter contre le patriarcat occidental. Or, mon parti est le seul à lutter contre le patriarcat occidental. Donc, si tu ne luttes pas dans mon parti contre le patriarcat occidental, c'est que tu es un ennemi de la nation. Et on va s'appuyer sur des thèses en sociologie pour dire, regardez comme le racisme est systémique, regardez comme le patriarcat est occidental, etc., etc. Peut-être que c'est vrai, mais à partir du moment où la politique se fonde sur la science et prétend contrarier ce que c'est que la démocratie, on va pas revenir éternellement à ce que c'est que le, le choix éclairé en démocratie. Le vote d'un boulanger vaut autant que celui d'un chercheur du CNRS, Mm. pour une raison évidente. C'est que le choix politique, il se fait pas en fonction de la science. Il se fait en fonction de la façon dont chacun se représente avec sa petite fenêtre un avenir commun. Alors, si on commence à dire aux boulangers, aux enseignants, aux gens qu'on n'aime pas, que leur façon de se représenter l'avenir commun est fausse scientifiquement et que donc ils méritent la tôle, au nom d'études en sociologie ou d'études universitaires qui toutes aujourd'hui prétendent s'ancrer dans le réel tel qu'il a été décrit par Emmanuel, bah pardon, mais ça devient extrêmement grave. Et il y a une facilité aujourd'hui à gauche à se penser dans le juste parce qu'on est du côté de ce que dit la science sociale. Et Saül Alinsky, j'y reviens, hein, Saul Alinsky, est sans doute un des grands promoteurs de cette vision de la politique scientifique. Oui, je voulais compléter d'un mot pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, mais j'en ai vraiment pour 30 secondes. Mes étudiants qui, eux, qui font donc des études d'histoire à la Sorbonne, qui sont donc des étudiants pour l'essentiel en niveau licence et master 1 d'Île-de-France. Évidemment, comme je travaille sur le Maghreb et le monde arabe, j'ai beaucoup d'étudiants qu'il convient d'appeler beurre, si vous voulez, de la banlieue. Et puis, j'ai aussi des étudiants lambda qui pourraient faire n'importe quelle filière, mais qui n'ont pas les mêmes liens affectifs avec l'Afrique du Nord. Mais beaucoup l'ont. Ces étudiants, je n'ai de cesse de les envoyer se balader au Maghreb. Alors, les étudiants beurre ne sont pas concernés, notamment les filles, les jeunes filles. Elles savent très bien à quoi s'en tenir. Ces idéologies ont très peu de pénétration, ces idéologies woke, hein. Et les jeunes Français qui, eux, ne connaissent pas le monde musulman ou le Maghreb, etc., je n'ai de cesse de les envoyer faire des stages. Et finalement, la raison revient très vite. Alors, c'est très différent parce que la circulation avec certains pays arabes est facile. C'est très différent pour les études, mes collègues qui travaillent sur l'Afrique, qui, eux, sont directement en prise avec deux autres questions, moins l'islam, mais davantage la question raciale, la question de l'esclavage et la question de la colonisation. Et c'est difficile de se rendre en Afrique. Ça coûte très cher aujourd'hui avec les billets d'avion. Ces pays n'accueillent pas d'étudiants pour des stages, avant le doctorat en tout cas. Et du coup, ils sont beaucoup plus soumis, que ce soit les enseignants d'ailleurs ou les étudiants, soumis à ces idéologies woke, ont beaucoup plus d'emprise, notamment avec l'approche. Parce que si vous commencez à travailler sur l'esclavage et sur le racisme anti-africain au Maghreb, vous êtes en prise directe avec la société musulmane. Et ça, c'est difficile. Alors que du point de vue de l'africaniste, ben, l'esclavage, il vient de chez nous, si vous voulez. Voilà, donc là, il y a une. Voilà, donc je dirais que les étudiants ne sont. C'est facile de les retourner, c'est facile de leur montrer une autre voie. Dans certains cas, il ne faut pas croire que tous les étudiants, il ne faut pas se désespérer, sombrent dans cette idéologie. Il y a des domaines d'études, je pense à la littérature comparée ou à la sociologie, qui sont beaucoup plus en prise que les études d'histoire. Et je ne parle pas seulement de mon cas. Voilà. Il y a certaines études d'histoire, c'est l'orientation des sujets, l'orientation des choix, l'orientation des cours qui peut les attirer vers le wokisme. Mais en histoire, c'est facile de les sortir de ce ghetto intellectuel.
Merci Pierre. Est-ce que nous avons une idée de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe? La Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, L'Italie. l'Italie? Emmanuel, je te laisse parler de notre ami italien qu'on a rencontré en début de Ah semaine. oui, alors bah oui, mais je pense que Xavier Laurent a plus de contacts que moi avec les différents pays. Oui, on a rencontré un Italien qui a co-dirigé il est professeur de philosophie. Il a co-dirigé un numéro spécial sur le wokisme, mais il dit que c'est quand même très, très mal vu de critiquer le wokisme et que ça vient de plus en plus. Et notamment, j'ai appris, peut-être que tu le savais, Xavier Laurent, que ils ont inventé une lettre qui s'appelle schwa, qui mettent à la fin des mots, c'est l'équivalent de notre point médian, en fait. Donc au lieu de dire Amici et amiche, ils mettent amic et puis Amiche. cette espèce de lettre improbable, et ils le mettent partout. Et ce professeur disait, quand on ne le met pas, on est mal vu. Exactement comme quand on dit bonjour à tous ici. Voilà. Hmm. Si je peux, alors, sur la question européenne, et effectivement, alors, le cheval, d'abord, juste un mot, c'est une lettre qu'on utilise en phonétique pour marquer l'équivalent du muet en français. Et donc, en fait, c'est une façon pour les Italiens d'enlever les marqueurs du féminin hérité du latin, le i, le e, en disant amiche, en réalité. Et Mm. ils ont pris l'alphabet phonétique. Mais ouais, ouais, j'ai vu ça. Et comment ça se passe dans les autres universités? En réalité, ça se passe plutôt très bien, au sens où la pénétration de ce qu'on appelle, nous, les idéologies identitaires est absolument favorisée par le modèle de financement européen. Et comme je te le disais tout à l'heure, je n'ai pas trop parlé, mais beaucoup de pays ne voient leurs recherches financées que par l'Europe. Alors, ce financement, comment il est fait? Il est fait sur des appels à projets. Et ces appels à projets, ils sont rédigés par des technocrates européens. Et c'est ça le véritable enjeu. Il n'y a pas un Français aujourd'hui du côté des technocrates européens qui participe à la rédaction des appels à projets. Donc, l'ensemble du système européen est complètement anglo-saxonisé. Et tu as des pays dont la recherche entière ne vit que sur les financements européens. Voilà, c'est le Graal. C'est où tu vis avec 5 zloty, ou tu vis avec 3 millions d'euros. Avec 3 millions d'euros, tu peux financer la thèse d'un étudiant. Tu as un avenir dans l'université. Tu peux avoir une descendance, une chaire, etc. Donc, en réalité, aujourd'hui, on assiste à alors je sais pas, enfin, on dit wokisation, c'est une facilité de penser, je suis d'accord avec vous, enfin, pour en parler, mais disons que ces idéologies identitaires qui pénètrent extrêmement facilement aujourd'hui dans toute une partie d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, il y a très peu de résistance, et ça fonctionne, et même si aujourd'hui, politiquement, des pays comme la Grande-Bretagne fait plus partie de l'Europe, mais où l'Allemagne essaye un petit peu de reculer sur ce modèle anglo-saxon, aujourd'hui, les esprits sont construits sur ce terreau-là. Il y a très peu de mouvements de résistance. Nous, on avait contacté en Allemagne un premier mouvement d'universitaires qui s'était créé en même temps que nous, Mm. qui avait essayé de résister. Euh, bon, je suis toujours en contact avec l'un d'eux. Il y a eu un article de presse tout de suite pour dire des fascistes dans l'université. Le cercle a été dissous. Il y a eu un mouvement de résistance puisque j'étais en contact à Bologne, puisque j'ai enseigné longtemps, j'avais un collègue à Bologne qui avait tenté de réunir quelques universitaires, mais à l'époque, on m'avait dit, oh, mais tu sais, nous, depuis les Cinque Stelle, tout ça, c'est fini, on saura gérer, tu sais, Bologne, c'est la ville de Prodi, etc. En réalité, ils ont basculé et il n'y a pas de mouvement de résistance. Et les mouvements de résistance, enfin, disons, les mouvements de résistance fondés, légitimes, hein, je ne parle pas de mouvements politiques, je ne parle pas de Fratelli d'Italia ou des choses comme ça. Dans l'université, ben non, tout le monde a été mis au pas. Donc il y a très peu, si tu veux, Hmm. Et je dirais juste qu'il y a d'espoir. un pays, oui, il y a un pays dont l'État lui-même essaye de résister, c'est la Hongrie, bien sûr, et que pour avoir voulu, par exemple, prétendu interdire à ce que la propagande LGBT pour les enfants dans les écoles, eh bien, ils ont eu des sanctions extrêmement graves de l'Union européenne et notamment l'arrêt du programme Erasmus, de tout financement de programme Erasmus, ce qui fait que c'est l'État hongrois lui-même qui doit financer les échanges des étudiants. Et donc, ça grève complètement le budget de la Hongrie, le fait d'avoir osé Ouais. s'écarter de la doxa en matière. Et cet exemple que prend Emmanuel est extrêmement révélateur. Moi, j'avais publié avec Leonardo Orlando une tribune sur cette question qui avait été assez relayée, parce que si on est sincère sur le jugement qu'on porte tous sur le gouvernement hongrois, et qu'on prétend
libérer les peuples de cette domination d'un État dictatorial, c'est pas en empêchant la jeunesse de fréquenter les grandes démocraties européennes qu'on va y arriver. La sanction qui a été infligée universitairement à la Hongrie est absolument lamentable. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Si on avait voulu être honnête, on aurait dû rafler toute la jeunesse hongroise et la mettre en France, se heurter à la vraie démocratie. Hmm. Et on a retourné l'argument, et c'est pas un hasard. Enfin, la Hongrie est un État extrêmement intéressant à voir vivre depuis Soros, puisque une grande partie, disons, de l'activisme universitaire naît des financements de Soros au sein des grandes universités anglo-saxonnes. Vraiment, en Hongrie même, ça marche pas. Ça pose plein de problèmes et ça marche pas pour de mauvaises raisons. Mais la façon dont l'Europe a réagi est absolument lamentable. Et ça a été pris en main par des Anglais et des Allemands au Parlement européen, et c'est un profond scandale. Et enfin, on en revient à l'idée, si tu veux, je dirais simplement un petit mot, là, 5 minutes, pour que les choses soient très claires, sur le problème que pose cet obscurantisme woke au sein de l'université. Parce que là, on a beaucoup parlé du wokisme, comme si c'était un fait acquis. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Aujourd'hui, tu vois Al Jazeera qui communique en écriture inclusive. Tu vois l'Algérie, enfin, le gouvernement algérien défendu par les étudiants. Enfin, le monde est complètement orwellien. Et ça fonctionne extrêmement bien avec le mot woke lui-même. Tu sais, un de nos collègues nous a remarqué, dans Orwell, dans la novlangue, il y a le mot noir-blanc. Alors, le mot noir-blanc, il est génial parce que le mot noir-blanc, nous dit Orwell, c'est un mot, quand il est utilisé pour parler d'un dissident du régime, ça dénote la duplicité avec laquelle les opposants au régime osent prétendre que le noir est blanc. Mais par contre, quand c'est pour parler de quelqu'un qui est fidèle au régime, c'est pour vanter le mérite avec lequel le zélateur admet que le noir est blanc. Et c'est exactement ce à quoi on assiste avec le wokisme. Ça c'est un truc qu'il faut quand même dire, c'est que depuis tout à l'heure on en parle, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est, mais le wokisme c'est ça. C'est quand nous on parle du wokisme, personne ne sait ce que c'est, mais quand les woke eux-mêmes parlent du wokisme, ah bah là tout de suite c'est l'idéologie du bien qui se met en place. Je suis woke, Paris est une ville woke, soyons woke, ah ça c'est formidable. Mais quand nous on dit attention, être woke c'est un problème, là plus personne ne sait ce que ça veut dire. C'est un mot obscur de gens qui veulent faire le mal. Et ça, si tu veux, c'est exactement la preuve que ce que nos 26 collègues décrivent dans l'ouvrage est vrai. C'est-à-dire que le wokisme, c'est une morale, c'est une pensée du bien et du mal. Et ça, c'est très bien le bien et le mal. La morale, il ne s'agit pas d'être immoral, c'est pas ça. Mais c'est dès lors que tu imposes une grille de lecture par mots-clés, là, ce dont parlait Emmanuel, sur la base de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en faisant du wokisme, alors on ne sait pas ce que c'est, mais c'est l'apothéose. Ça a l'air d'être génial quand tu es du côté de leur morale, et ça, voilà, ah, c'est génial. Le problème, c'est que en science, on ne peut pas faire de la morale un argument pour fonder la recherche. Je veux dire, si je prends l'ancien français, par exemple, qui est ma discipline, et les traductions de l'ancien français, alors peut-être que j'analyse des objets moraux, ça m'arrive, il y a des gens qui font des livres de magie noire, et des gens qui font des livres de magie blanche, ça c'est cool, mais ça ne veut pas dire que moi, je fais de la magie noire ou je fais de la magie blanche. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la vérité, pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Et on voit qu'en fait, le paradigme des sciences sociales complètement pénétré l'intégralité du champ de la recherche universitaire. Or, les sciences sociales comme les sciences humaines, c'est un problème. Et je peux rappeler une dernière fois, pourquoi c'est un problème? Parce que les sciences humaines et les sciences sociales travaillent sur le vivant. Les historiens, les littéraires, les médecins, pas les médecins, c'est à part, c'est une science humaine justement, mais les sciences, il y a toute une partie des sciences qui travaillent sur la mort, sur le discours des morts. On ne peut pas travailler sur le discours des morts en les jugeant à l'aune des valeurs de la science sociale. Mais le problème, c'est que toutes ces valeurs de sciences sociales dont on hérite aujourd'hui, qui ont évacué Max Weber, qui ont évacué l'idée de la neutralité axiologique, qui disent aujourd'hui il faut être participant, participatif, politique, eh ben, finalement transforment chaque universitaire en un acteur politique, en un acteur moral. Et derrière la morale, il y a une action politique.
Ça a été théorisé, ça, depuis le début du XXe siècle par des acteurs, notamment américains. Je n'arrête pas de citer Solonski depuis tout à l'heure, tu vas croire que je suis obsédé, mais c'est pas que je suis obsédé, c'est simplement que, bon, en ce moment, je suis en train de le travailler beaucoup et je trouve que c'est assez vertigineux, hein, l'idée de démocratie participative, l'idée de community organizing. Mais il dit un truc, Solonski, qui est frappant. Il dit que dans le monde politique, on a besoin de deux choses. Il dit qu'on a besoin de communautés organisées par des acteurs politiques financés par des universitaires en costume qui demandent des financements et qui sont la face propre de l'activité politique en sotto voce. Et on construit, pour Solonski, le monde de cette façon. On s'organise en communauté. À la tête de communauté, on met des chercheurs en jean et basket qui correspondent avec des chercheurs en costume qui demandent des financements pour financer l'organisation sociale. Là où Emmanuel avait raison tout à l'heure, c'est que ce modèle d'activisme politique qui utilise l'université pour financer l'action sociale, sur la base des sciences sociales, elle est exclusive. Et c'est en ce sens qu'elle est totalitaire. Parce qu'elle n'a rien à faire des études en cancérologie, elle n'a rien à faire de l'archéologie, elle n'a rien à faire de l'ancien français, du latin, du grec, de l'Iliade et de l'Odyssée. Ce qu'elle veut, c'est que toute action universitaire de recherche soit au service du community organizing, de l'organisation en communauté. Et on voit très clairement que la morale woke qui pénètre très facilement les milieux jeunes et donc nos étudiants, parce qu'il est là le problème, c'est que ce sont nos étudiants qui souffrent de ça. Nos étudiants adhèrent à une idéologie simple qui leur dit la clé de voûte de ta morale, parce que attention, quand on parle de morale, peut-être que beaucoup de nos auditeurs se disent bah la morale c'est cool parce que la morale c'est universel, il y a le bien, il y a le mal, on peut tomber d'accord. Oui, mais si tu relativises la morale à une portée communautaire, bah, tu te rends compte qu'il n'y a pas de morale partagée. Et que donc, par woke, pourquoi le mot est flou? Parce que le wokisme désigne une espèce de bien qui est variable pour toutes les communautés. Alors, c'est comme si on demandait à toutes les communautés, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a du bien et du mal? Et chaque communauté dit, bah oui, il y a du bien et du mal. Quant C'est à pour ça que savoir ça si, colle bien avec les islamismes. c'est pour Avec ça que ça colle bien l'islamisme. avec l'islamisme. Et c'est pour ça que, par exemple, si tu dis à un nawatl, est-ce qu'il y a du bien et du mal? Bah oui, c'est très bien de tuer les enfants et d'en sacrifier 1500 et de manger leurs organes. Bon, ça, il faut pas le dire. Il y a une morale nawak. Voilà. Ah, c'est super. Il y a une morale pipile. Hmm. Et c'est le Alors, premier pas vers la déconstruction politique et l'université est mise au service de ce projet politique et c'est ça qui en fait un obscurantisme. C'est dès lors qu'on cache ça, on rend l'action politique pernicieuse. Voilà, pardon. Pierre, juste un mot pour répondre, pour donner un dernier élément à la question de Gilbert Abergel. Je reviens à notre collègue italien, qui est un brillant philosophe, enfin un brillant philosophe, oui, c'est ça, qui analyse la pensée, spécialiste de la pensée politique française du XXe siècle, et notamment de Michel Foucault, qui est sur le point peut-être d'être élu à Florence, mais rien n'est moins sûr, surtout s'il s'affiche à nos côtés. Donc on lui a dit de faire attention et il en était très conscient. Il nous a dit qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, l'Italie semblait préservée de cette idéologie, mais qu'en revanche, depuis quelques années, le ralliement des élites universitaires a été très rapide et que désormais, ils sont à leur tour embrigadés dans cette affaire. Ça, c'est une première chose. La Belgique, puisqu'elle a été citée, elle est extrêmement poreuse pour beaucoup de raisons. On connaît la porosité de la Belgique, et notamment de la Belgique académique, à l'islamisme. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de frein, il y a pas de centralité en Belgique. C'est un pays communautaire, donc l'organisation communautaire préexiste du point de vue politique. Euh, c'est aggravé évidemment par la présence des institutions européennes, dont il faut redire le rôle qu'elles jouent dans la diffusion de ces idéologies, dans le financement de ces idéologies. La capitale, Bruxelles, est aujourd'hui une ville qui est une sorte de territoire. Je ne sais pas comment le qualifier, mais vous savez très bien à quel point les communautés étrangères, notamment marocaines, ils sont très puissantes. Ce sont des communautés qui elles-mêmes échappent à l'État marocain parce que ce sont des rifins. Donc il y a des minorités très puissantes. Et en face, il n'y a pas d'institution. Il y a l'Université libre de Bruxelles
il y a l'université catholique de Louvain, et il y a une espèce de compétition entre elles deux pour être à la mode et pour s'ouvrir à tous les vents. Donc moi, tous mes jeunes collègues qui travaillent, enfin, j'assiste, hein, parmi mes collègues, je fais des soutenances, notamment dans le cadre du DU laïcité à Paris 1. On a des étudiants qui ont été formés à Bruxelles. Moi-même, j'ai des doctorants ou des gens que je connais qui ont été faire leurs études à Bruxelles, notamment sur les études du monde arabo-musulman. Et c'est vrai que c'est une très grande confusion. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun frein. En France, il y a des freins. Et d'ailleurs, ce que tu n'as pas dit, Xavier Laurent, c'est que nos collègues européens, pourtant on n'est pas grand-chose, mais ils nous envient. Ils nous disent, oui, vous avez construit quelque chose, vous avez construit une force de résistance, vous êtes Tariq identifiable. Ramadan, Tariq Vous êtes Ramadan n'a pas été identifiable. Non, recruté. non, mais je parle. Alors, Tarek Ramadan, évidemment, il ne peut pas être, il n'a jamais été recruté à l'université en France. Il a dû partir de la Suisse et aller se faire recruter par le Qatar à Oxford. Mais ça, Ramadan, c'est de l'histoire ancienne. C'était il y a 15 ou 20 ans. Mais ça reste pertinent comme exemple. Mais nous, là, non, je parle de notre observatoire. La petite résistance qu'on anime, et on voit que ça marche, puisque au fond, notre livre a un très grand succès, même si c'est un peu ça a été organisé de manière un peu involontaire, mais toujours est-il que, il est en rupture permanente depuis plus de 15 jours et en tête des ventes. Donc, il y a des résistances en France, il y a une centralité, il y a un débat. En Belgique, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il y a C'est comme si l'État s'était effondré. C'est comme si les résistances n'ont peut-être jamais existé. La porosité entre le communautarisme belge, les communautés immigrées et la propagande islamiste qui est extrêmement puissante et qui se montre favorable, bien sûr, qui se dit super woke, évidemment, hein. Liberté des femmes voilées, etc., etc., liberté de toutes les sexualités, etc. Les islamistes, ça les gêne pas parce que, au fond, les koufars font bien ce qu'ils veulent. De toute manière, ils sont dégénérés, un peu plus, un peu moins. En revanche, ils servent d'alliés objectifs dans des combats qui servent leur cause. Hein, et ils font avancer leurs pions. Et c'est là où il y a une très, très grande bêtise et une très, très grande naïveté des idiots utiles qui les accompagnent, que ce soit des idiots utiles intellectuels, universitaires, étudiants ou politiques ou syndicaux, parce qu'en fait, ils servent ils servent la corde de ceux qui les pendra, hein, ou qui les pendra eux-mêmes. Et pour s'en reprendre la vision de Lénine, de ce point de vue-là, elle est confondante, elle est crucifiante même. Voilà, donc là, je crois que la Belgique, c'est comme l'Angleterre, à certains égards, c'est les États communautaires ou communautaristes qui sont les plus engagés sur les voies d'une forme de désintégration intellectuelle. Vu de ma fenêtre, hein, je peux me tromper et on peut m'opposer des arguments. Mais voilà, puisque vous parliez de la Belgique, je rebondis là-dessus. Voilà. Il y a quelque temps, je crois que c'est la Fondapol qui avait sorti un travail sur le parallèle qu'on pouvait faire entre le wokisme et l'islamisme. Est-ce qu'il y a des points qui se recoupent, effectivement? Est-ce que idéologiquement, on tire dans le même sens? Non, enfin, ce sont des mondes totalement antagoniques. Par contre, les gens qui pensent l'islamisme sont des gens intelligents, sont des gens qui nous connaissent très bien, qui connaissent très bien l'Occident, les Français, la culture occidentale, la culture française en particulier. Euh, Ils ont très bien compris la crise de la conscience européenne. Ils l'ont très bien analysée, ils l'ont théorisée même depuis longtemps, après les deux guerres mondiales, après la décolonisation. Donc, ils sont très opportunistes et ils vont saisir dans l'air du temps et dans les idéologies à la mode ce qui les sert pour faire avancer leurs pions. Donc, bien sûr que, objectivement, il n'y a aucun rapport entre des groupes qui défendent, qui luttent contre le patriarcat, qui luttent contre l'esclavage, qui poursuivent l'Occident pour sa politique esclavagiste, qui sont qui réduisent toutes les défenses, hein, parce au fond cet hyper-communautarisme que mettent en avant les woke, il se ferait dévorer comme un agneau par le loup que représente l'islamisme. L'islamisme, il sait où il va, il est très structuré, il est très patriarcal, il est mono-religieux, il est très méprisant pour tous ces courants, que ce soit la défense des gays, la défense, je ne parle même pas des opérations ou des transitions de genre, hein. C'est quelque chose qui, pour eux, est un symbole parfait de la décadence occidentale. Donc, mais dans le combat politique qu'ils mènent en Europe,
évidemment, en Algérie, les islamistes, les Marocains, au Maroc, en Égypte, etc., tout ça n'existe pas. Mais dans le combat que mènent les islamistes en Europe, ils ont vu la faille. Ils ont vu la faille entre, au fond, ils se font passer pour une pauvre communauté dominée Et voilà. parmi d'autres. Donc ils sont, puisque c'est une morale du bien, c'est une morale le wokisme, et c'est pas une morale au sens où il faut s'amender, c'est une morale où il faut criminaliser l'autre de son pouvoir, de la domination qu'il exerce sur les faibles, sur les pauvres, sur les femmes, sur les dominés. Bon, on parle pas beaucoup des vieux, mais à part les vieux, tous les autres groupes sont des groupes dominés, minoritaires. Au contraire, le vieux blanc, lui, il est l'oppresseur, il est la figure de l'oppresseur. Donc, il faut mieux en finir avec lui. Mais par contre, donc, cette morale, bien sûr, dans tous les régimes islamiques, à commencer par l'Afghanistan, la morale officielle, c'est, comment on appelle ça, c'est le pourchas du bien ou le pourchas du mal et la poursuite du bien. Enfin, je ne sais plus quelles sont la vertu, voilà, la poursuite de la vertu et le pourchas du mal. Ça, c'est l'idéologie officielle des régimes islamistes. De ce point de vue-là, il y a une parenté. Hein, le wokisme aussi, il cherche le bien. Un bien très naïf, voilà, qui n'a aucune défense, qui n'a pas de structure, mais finalement un espèce de monde parfait dans lequel tout le monde vaudrait tout le monde, tout serait égaux, il n'y aurait plus de rapport de domination, il n'y aurait plus de rapport de patriarcat, il n'y aurait plus de différence entre, il y aurait plus de sexe d'ailleurs, il y aurait un espèce de genre euh, surdéveloppé, etc. Bon, donc ça, évidemment, quand on oppose ça à l'idéologie islamiste, ça n'a rien à voir. Mais il y a une fenêtre d'opportunité, il y a des gens qui sont malins, qui l'ont pensé, Ramadan et les autres, et qui vont se retrouver à défendre, voilà, donc les woke dans une université, dans les universités de France, défendent les musulmans au titre d'un groupe dominé. Et donc ces femmes qui arrivent voilées dans nos institutions universitaires, qui font des véritables défilés, qui organisent des manifestations à la Sorbonne, il y a des gens non voilés qui stationnent régulièrement dans les couloirs, qui circulent, qui font des groupes, qui sont à l'entrée, qui sont à la sortie, qui sont dans le quartier latin. Même si ce ne sont pas des étudiants, il faut être visible, il faut se faire bien voir, et ils passent pour finalement à côté des cheveux bleus et à côté des groupes de lesbiennes, etc. Voilà, ils font partie du paysage, mais eux, ils sont structurés, eux, ils ont une pensée, eux, ils ont des objectifs, et bien sûr qu'ils sont à l'inverse des autres. Donc, c'est une fiction, mais c'est Oui, une illusion que peuvent avoir certains woke, et vraiment qui prouvent leur degré de stupidité Hmm. ou Oui, Xavier Laurent. d'intelligence. Oui. Pardon. Bah, Je peux donner Pierre a simplement parfaitement. l'exemple pour Bah montrer oui. la manière dont les frères musulmans notamment utilisent cette faiblesse occidentale et on peut donner l'exemple du projet du Coran européen là, financé par l'Union européenne pour 10 millions, un projet de recherche qui est animé en réalité par des frères musulmans ou des proches de frères musulmans, des soutiens des frères musulmans, notamment il y a une femme voilée, etc. Ça se dit et c'est un projet pour étudier soi-disant l'influence importante du Coran sur la C'est civilisation médiéval. occidentale, hein. Oui, c'est un des grands mythes, hein, ça, bien sûr. Un émite, Ouais. évidemment, hein, de même que toute la science antique nous serait venue par les Arabes au Moyen Âge et que rien du tout, aucune transmission intra-occidentale, etc. Bon. Et puis, on peut penser aussi à cette campagne européenne, la liberté est dans le hijab, hein, qui a été stoppée au bout d'un moment, mais qui quand même, il y avait c'est quand même hallucinant comme slogan, la liberté est dans le hijab, que ça vienne de l'Europe, je veux dire Hmm. que ça vienne du pouvoir algérien ou afghan, d'accord, mais en Europe, c'est quand même fou comme reniement de soi-même. Enfin, voilà. Mais au cœur du projet politique de l'islam comme de l'islamisme, il y a la dilution de l'identité individuelle. C'est-à-dire que quand on parle de système, de racisme systémique, il faut bien voir que la folie du racisme systémique, c'est que grosso modo, il y a deux victimes du racisme. Il y a la victime qui se fait insulter, mais le raciste lui-même est victime de racisme systémique parce que c'est pas lui qui est raciste, c'est le système qui est raciste. Donc il n'est qu'un pion manipulé obscurément par le. Donc dans la pensée de la communauté, du community organizing, bah, finalement tu assistes aujourd'hui dans les universités à ce que des associations majoritaires, l'Union des musulmans de France, l'Union des étudiants musulmans de France par exemple, bah, va être l'association majoritaire qui va représenter les intérêts de tous les étudiants, y compris des associations féministes, locales, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que le projet politique, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'ils veulent plus d'une démocratie individuelle où chacun exprime individuellement une vision. Ils veulent une démocratie de communauté.
Donc évidemment, le projet islamiste, quelque part, est en train de subvertir les valeurs de l'Occident en disant, bah oui, oui, c'est très bien les communautés, c'est super les communautés. Plutôt que d'avoir des gens qui nous représentent à l'Assemblée nationale, il faudrait des représentants de communautés. Mais le jour où il faudra se compter, on verra bien quelle est la communauté la plus influente dans le système constitué. Donc, Et Pierre a alors, raison de dire, je les disais que tu États avais raison, étrangers, donc c'était super. les États étrangers comme le Maroc et l'Algérie, qui sont obsédés par leurs émigrés, parce que pour eux, c'est à la fois une ressource, c'est une ressource économique majeure, et c'est une ressource humaine, parce que grâce à ça, ils ont des footballeurs de rang mondial, ils ont des chefs d'entreprise de rang mondial, ils ont des intellectuels, ils ont des ingénieurs de rang mondial, etc. Donc, grâce à la présence immigrée en France, ils ont une clientèle. Leur hantise, c'est de les perdre. C'est de les On les perdre, forme, comment? on les forme. Voilà, c'est de les perdre et c'est de nourrir un foyer d'opposition et donc de déstabilisation. Je rappelle que Boualem Sansal est enfermé comme agent de déstabilisation de l'État algérien. Les woks n'en ont rien à foutre des pauvres. Il faut quand même le Mais dire c'est-à-dire que que- cette dimension n'est jamais ouais. mise en avant. C'est sur la base d'autres communautés. Mais finalement, le pauvre dominé, qu'il soit sexuel, racial, ethnique, religieux, colonisé, etc., il prend la place du prolétaire, c'est-à-dire du pauvre. Bon, en Voilà, fait, c'est ça. je Parce trouve qu'on que ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, parce- cette fusion entre l'esprit religieux américain décomposé et le post-marxisme français, moi, c'est ça que je trouve le plus fascinant. Bon, mais mais si après, tu permets, mais pour oui, prolonger le débat, tu as raison. C'est tout simplement que la logique du discours de l'exploitation marxiste a été, mais enfin, la rhétorique de l'exploitation a été reprise mais mot pour mot par la rhétorique de la domination. Et beaucoup de gens, quand ils entendent domination, entendent exploitation. Alors, et Alexandra Kollontai, quand elle décrit la condition de la femme dans la cellule prolétaire, et quand elle dit la femme est au service du prolétariat, le prolétariat est au service du capitalisme, donc la femme est doublement victime du capitalisme, ça passe comme une lettre à la poste de l'exploitation à la domination. Et les gens ne voient pas à quel point le passage est complètement fallacieux, mais fallacieux. Hein, aujourd'hui, quand on te dit les Noirs sont discriminés par essence, ils ne trouvent pas d'appartement. Moi, j'étais en débat avec Maboula Soumaoro, elle me dit ça en débat à la télévision. Je lui dis, mais c'est faux. Aujourd'hui, un richissime homme d'affaires de Côte d'Ivoire qui cherche un appartement à Paris, vous inquiétez pas, il va trouver son appartement. Hein, c'est la logique des classes, pas des races qui fonctionnent. Mais ils sont biberonnés à la théorie critique de la race, à la théorie critique du genre. Et donc, à partir de là, on ne peut pas leur faire voir le réel. Et donc, c'est pour ça que ça prend place sur cet héritage post-marxiste dont tu parlais, Pierre. Emmanuel. Emmanuel. Alors, moi, je dirais que le wokisme est une forme de mal du siècle, comme il y avait le mal du siècle au XIXe siècle, ou de pathologie du siècle, qui consiste en une détestation narcissique de soi. Détestation, enfin, de soi en tant qu'occidental. Parce que c'est pas tellement l'idée que le mal passe au milieu de nous, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi l'idée, alors, détestation de soi en tant qu'occidental et détestation de l'Occident et idée aussi que le mal est systémique. Ça, c'est vraiment une idée importante. C'est-à-dire que le wokisme repose sur l'idée que moi, j'incarne le bien. Alors, à la fois, je me déteste parce que je suis occidentale ou parce que je suis homme, etc. Et donc, il faut que je batte ma coule. Mais quand même, par mon engagement, j'incarne le bien, alors que le mal est dans le système. Le système est systématiquement mal. Et puis, il y a aussi un point qui est important, c'est l'idée des croyances de luxe ou croyances ostentatoires du sociologue Rob Anderson. Il a expliqué que, il y avait un certain nombre de croyances, alors ça nous renvoie aux faits religieux, de choses qui sont des axiomes finalement, comme par exemple que l'immigration c'est un bien inconditionnel ou que le divorce c'est un bien parce que c'est une liberté, une émancipation qu'il faut absolument afficher dans la société quand on fait partie d'une certaine élite parce que ça fait bien. Il faut dire que l'immigration, c'est forcément formidable de manière inconditionnée, encore une fois. Et alors même que ce sont les populations les plus défavorisées qui en souffrent. Et c'est pour ça que ça s'appelle croyance de luxe. Parce qu'on peut affirmer ça, que l'immigration, c'est un bien inconditionnel quand on habite le 16e arrondissement, comme Anne Hidalgo, par exemple. Mais par contre, quand on habite un petit appartement, je sais pas, dans la Britannique. banlieue nord et qu'on voit des communautés s'installer dans l'appartement, etc., des rixes se former, là, c'est là qu'on en souffre. Voilà.
Donc, finalement, c'est une sorte de monde parallèle qui n'existe Moi, je pas, crois, d'un langage qui est complètement déconnecté de la réalité que vivent les gens, mais qui est le langage officiel, la langue de bois officielle, et qu'on n'a pas intérêt à critiquer, et surtout pas quand on veut faire une carrière politique. Voilà. alors appliqué à la recherche, pour vous donner un exemple d'application concrète, là, c'est pas la théorie de la race, c'est la pratique. Quand vous travaillez sur l'Afrique, hein, ce qui est mon cas, bon, je suis désolé de parler de moi, mais travailler sur l'Afrique. L'Afrique, c'est aujourd'hui, l'Afrique contemporaine, d'abord, bon, même l'Afrique ancienne, commencer par la traite, hein. La construction de l'État, la guerre, les trafics, l'armée, les mafias, la trafic de la drogue, un patriarcat très violent. Bon, enfin, c'est très dur de travailler sur l'Afrique. Si on travaille sur l'Afrique aujourd'hui, en termes de un capitalisme ultralibéral, la déconstruction, bien sûr, des communautés traditionnelles paysannes qui entraîne euh, la construction de villes géantes avec des villes comme Lagos qui sont quasiment, enfin, qui ne sont plus accessibles aux Blancs, hein, aux Occidentaux, etc., sauf avec des milliards de grandes puissances, etc. Bon. Donc, mes collègues qui travaillent là-dessus, si vous voulez, s'ils se confrontent au réel, il est très douloureux. C'est comme si vous travaillez sur le monde arabe, vous êtes obligé de travailler sur l'armée, la dictature, le régime autoritaire, la censure, le machisme, le racisme à l'état pur, etc. Donc, se confronter à ça, c'est très douloureux. Donc, de ce point de vue-là, travailler sur la colonisation, c'est très reposant. Parce qu'il y a un blanc qui est le mâle, il y a un noir ou un arabe qui est le dominé. C'est un monde, on a des archives, c'est propre, on va travailler dans les archives des ministères parisiens ou des archives de l'armée ou des archives des différents centres, on a des films, on a des images. On a un monde qui est manichéen. C'est très reposant, hein. Donc, vous travaillez sur le racisme, vous travaillez sur l'esclavage ancien, donc la traite, bien sûr, occidentale, ou voire éventuellement la traite arabe, vue d'ici. Mais au fond, voilà, pour moi, c'est une bulle. Je rebondis sur ce que tu disais. Là aussi, on trouve une bulle. Il y a un effet de bulle de protection. On est rassuré. On a le monde qu'on veut voir. On reste à Paris. On ne Ça, sort c'est pas de chez soi et on se confronte pas au fond à la dureté, à mais, la brutalité du monde. Donc, il y a un effet mais, un peu aristocratique quand même. mais Et c'est ce qu'on retrouve pour l'écriture inclusive, par exemple. Là, je le disais dans les questions qui ont été posées. Est-ce qu'on peut défendre l'écriture inclusive? Bah, non, fondamentalement non, parce que, si vous voulez, c'est juste un postulat militant et qui est- qu'on a déconstruit dans plusieurs ouvrages pour plein de raisons, mais rien ne vous empêche d'utiliser l'écriture inclusive. Faites-le. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus confortable d'écrire en écriture inclusive que la place.e de la femme.e est à la cuisine.e et de faire la vaisselle.e.s que d'aller se battre sur le terrain pour l'émancipation de la femme, que ce soit dans la société orientale ou dans les quartiers des banlieues. Et donc le militantisme de clavier dont parle Pierre, parce que c'est exactement ça, c'est un Oui. militantisme de clavier. Ah, on peut pas changer les choses dans les cités. Ah, on peut rien faire pour les jeunes. Ah, ça nous fait peur, il y a de la violence. Battons-nous pour changer la langue de l'administration. Vous verrez, là, on va y arriver parce que on se confronte pas au réel, mais si les gens doivent choisir entre femme.e.s, homme.e.s et dire parent 1 ou parent 2, ça changera leur esprit tout seul et nous, on n'aura rien à faire. C'est un militantisme de clavier, c'est un militantisme de lâche. Et alors, ça rencontre la fragilité extrême culturelle et linguistique de nos étudiants aujourd'hui. Ah C'est-à-dire que, oui. si vous voulez, si on veut se battre, là, il faut se battre pour apprendre aux étudiants à lire, ils ne lisent plus, et à écrire. Moi, j'ai corrigé il y a 15 jours une copie de Capes Blanc. Il y avait 169 fautes d'orthographe en 4 pages et demie, hein. Donc, je ne parle pas de la ponctuation, bien sûr, je parle uniquement des fautes d'orthographe. Euh, Là, il y a du boulot. Et les étudiants, d'ailleurs, très honnêtement, j'ai corrigé des dizaines de milliers de copies dans ma vie, et notamment ces 5 dernières années. J'ai eu deux copies dans lesquelles il y avait des points, les points médians. Voilà. Et voilà. Les étudiants ne sont pas là-dedans. Ils peinent à Mais non, écrire. mais non. Alors peut-être que dans certaines disciplines ou dans certaines filières plus élitistes, notamment à Sciences Po, c'est pas comme ça. Mais moi, je suis à la Sorbonne, je suis en histoire. J'ai corrigé des centaines de copies de Capes et d'Agrègue. Voilà, il y a deux copies qui utilisent cela. Et de la même manière, donc en revanche, tous les mails de l'administration
Parce que hors de certains professeurs ou de certains étudiants professionnels, entre guillemets, on est obligé d'écrire en écriture. Enfin, moi, je n'écris pas, mais toute l'administration est sommée d'écriture en écriture inclusive. Mais les étudiants, aucun, ou très peu, ou une infime. De la même manière, tous les discours à l'université commencent par bonjour à toutes et à tous, et tous les étudiants, quand ils commencent leur exposé, disent bonjour à tous. Enfin, vous voyez? Donc il y a un décalage qui s'installe entre Oui, ça fait. l'étudiant réel et l'étudiant rêvé, en quelque sorte. Ben, Hmm. enfin, les filles, moi, mes étudiantes à la Paris 13, entre elles s'appellent frères. Hein. Comme on dit guys, elles disent eh frère. Voilà. Hein, elles disent pas cher tous, bonjour monsieur, bonjour madame, elles disent eh frère. Voilà. Elle est là la réalité. Mais en réalité, l'écriture inclusive, c'est un militantisme de clavier qui vise à prendre la main sur l'administration. Pourquoi? Parce que l'administration, c'est du politique, c'est du community organizing. Donc, oui, c'est du bullshit, l'écriture inclusive, mais rien ne vous empêche de le faire. Mais ayez conscience, avec un peu de modestie, de penser que, bah oui, vous pouvez écrire en écriture inclusive, en tout ce que tu veux, mais c'est du militantisme de clavier, et c'est pas ça qui va changer les choses. Une question qui t'est adressée directement, Xavier Laurent. Il y a quelques années, lors d'une intervention sur le wokisme organisée par le CLR, Xavier Laurent, vous aviez un certain optimisme en disant qu'en France, il y avait des résistances à cette idéologie. À vous entendre aujourd'hui, on a le sentiment que ce n'est plus le cas. Ah. C'est ça, c'est ça. J'étais jeune, j'y croyais, j'ai participé à la fondation d'une association, je me bats beaucoup, crois, enfin en tout cas pas que sur ces questions. La semaine prochaine, j'aurai un bouquin sur ma recherche à moi, sur l'ancien français. Donc voilà, je suis content. Mais enfin, Mais tu n'as plus c'est d'étudiants. y a plus d'étudiants, puis c'est foutu. Enfin voilà. Enfin, moi, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on nous demande de former 60% de la jeunesse. On a tiré un signal d'alarme. On fait ce qu'on peut, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut essayer de trouver un autre modèle ou fonder une autre université. Enfin, je sais pas, mais aujourd'hui, je vois pas ce qu'on peut faire. Enfin, on peut pas se battre continuellement. Les étudiants nous aiment bien, hein. Je crois que chacun de nous trois a d'excellents rapports avec ses étudiants. Moi, les étudiants m'adorent, mais on peut pas se battre toute sa vie contre l'administration, contre son employeur, c'est fichu. Contre Enfin, pardon, l'idéologie de mais l'État, il faut dire. contre l'idéologie de l'État, oui, c'est ça. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre. Dans le livre, on a trois parties. Je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais je me permets de le dire. On t'attendait, Pierre. Bon, alors ça tombe bien. Comment on l'a structuré? D'abord, on a demandé à 25 universitaires de présenter. C'est pas moi, ni Xavier Laurent, ni Emmanuel qui avons dessiné le plan du livre. On leur a dit, écoutez, qu'est-ce que ça représente pour vous, de votre point de vue personnel et dans votre science, que le wokisme aujourd'hui? Alors bien sûr, on leur a dit, ça serait bien que certains travaillent sur les institutions, que certains travaillent sur les disciplines académiques, etc. Donc on a trois parties. Alors quand on s'est lancé là-dedans il y a 3 4 ans, la nouveauté, c'était de se dire que jusque-là, bon, on était dans des discours idéologiques, et que les sciences humaines et sociales seraient évidemment les premières touchées et probablement les seules. Et puis on découvrait il y a quelques années que si des idéologies pénétraient le domaine des sciences dures. Hein. C'est la fameuse phrase aux États-Unis où les mathématiques sont une science blanche. Parce que comme les Noirs dans les statistiques américaines réussissent moins bien que les Asiatiques et les Blancs, donc c'est une science blanche. Bon. Alors, et on a découvert de même manière que à la faculté de médecine, en biologie, le fait de dire que le sexe n'existe pas, ça a des conséquences pratiques. Ça a des conséquences même dramatiques, puisqu'il y a certains cancers qui sont liés au sexe, cancer de la prostate, et que si vous dites qu'il n'y a pas de sexe, ben, il n'y a pas de traitement du cancer de la prostate, puisqu'il n'existe pas. Ou alors, bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc, ça, c'était la partie centrale de notre livre, c'est de montrer la pénétration très étrange pour nous, qui ne sommes pas des scientifiques durs, entre guillemets, la pénétration du wokisme dans ces sciences. Bon, bien sûr, la psychologie étant un lieu extrêmement infecté. La première partie, c'est les institutions et les grandes disciplines académiques. Hein. C'est là que finalement, alors, parce que c'est une idéologie d'État. Hein, l'ARCOM, et on a même parlé de l'Église catholique, mais tous les grands centres de pouvoir. Moi, j'ai été reçu l'autre jour à France Culture, et j'ai été attendu par un sniper de l'Élysée. J'ai apprécié particulièrement parce qu'on attaque au fond une idéologie d'État. Bon, voilà. Et puis la troisième partie, c'est l'effet
sur la France, notamment sur la société française, de fracturation auquel aboutit, et donc la rencontre par exemple avec l'islamisme, mais pas seulement, la fracturation communautaire en communauté que ces idéologies ont sur la société française. Voilà. C'est ça nos trois partis. Et voilà, ouais, chacun l'exprime à sa manière. Et pourquoi il y a des résistances? Parce que ce qui dérange, au fond, nos censeurs, parce qu'on a bien eu des censeurs, ils ont dû reculer, mais ils ont essayé de nous tuer, hein. Pourquoi? Parce que ce qui les gêne, c'est que c'est pas qu'on a écrit un bouquin génial, je pense qu'il y a des bouquins qui sont très bien, mais c'était qu'on soit 25 universitaires. On est 25 académiques de rang professoral très souvent, certains retraités, parce que c'est vrai que c'est dur enfin, beaucoup de collègues nous soutiennent en réalité. Il n'y a pas que les étudiants qui nous soutiennent, beaucoup de collègues, mais c'est risqué. Ils ont peur. Il y a Ils une nous peur soutiennent comme refuge. la corde soutient le pendu, hein. Non, mais à travers les mots, ils nous envoient des petits messages. Bon, Oui, des petits cœurs. des Cœur, petits cœur, cœurs, voilà, heureusement des que tu petits y es. cœurs. Voilà. Mais face à la sphère médiatique qui est très travaillée par cette idéologie, parce que c'est bien, c'est la mode, c'est le sens de l'histoire, c'est ceci, c'est cela, c'est les pauvres, c'est les dominés qui ils ont bien le droit de s'exprimer, et vous êtes du côté obscur de la force, mais le fait qu'on vienne quand même de l'université, qu'on soit statutairement reconnu, qu'on parle avec l'autorité académique, entre guillemets, je pense que c'est ça qui était le problème. Quand c'est une personne isolée, on dit ça clair. Quand c'est un étudiant, on dit il est trop jeune. Quand c'est un retraité, on dit il est trop vieux. Mais là, nous, on est un groupe. Voilà, il y a des doctorants, il y a des scientifiques accomplis. On est dans toutes les disciplines. Il y a des sciences dures, des sciences molles, entre guillemets, des sciences de l'homme. Voilà, donc je crois que ce collectif dérangeait pour cela, plus que sur le Et fond, puis puisque c'est les un, gens nous ont attaqué a priori sans avoir lu le livre, d'ailleurs. Ouais. et puis c'est un livre qui présente toutes les forces d'un livre académique. Enfin, enfin, parmi nos auditeurs, je pense que beaucoup l'ont vu. Toi, Gilbert, tu l'as lu. Je veux dire, ça ressemble à un livre d'universitaire, quoi, des notes. Hmm. C'est pas un récit. On s'est pas lancé Oui. dans une longue diatribe pamphlétaire contre les woke ou contre les collègues. Ça, on fait ça pour s'amuser sur le site de l'Observatoire, etc. Mais là, c'est un Hmm. vrai outil d'analyse, quoi. Justement, sur les disciplines affectées par le wokisme, on a une question d'Alexis qui nous demande, enfin, qui observe que une des disciplines qui n'est quasiment jamais évoquée, c'est le droit. Est-ce que vous pensez qu'elle est totalement imperméable à ces logiques identitaires ou va-t-elle l'être Ah non, contaminée à terme? je veux bien commencer sur la question. Je suis rattaché à un labo de droit. Moi, j'appartiens à l'IRDR. Bref, ça, vous pouvez vous mettre. Non, 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 le droit est pas du tout. On avait traité cette question déjà avec dans le précédent ouvrage. Je vous rappelle que le syndicat de la magistrature a organisé le premier colloque Décoloniser le droit en 2020, en 2020. Premier colloque d'une longue série qui s'appelle Décoloniser le droit, hein, parce que le droit est oppresseur, le droit est oppressif. Et en fait, il y a une énorme bataille qui se joue chez les constitutionnalistes entre ce qu'on appelle le droit continental, donc grosso modo le droit français, Hein. et le droit anglo-saxon. Et le wokisme est un vecteur de lutte incessant contre le droit français. Et au cœur de cette question, il y a notamment tout ce qu'on a pu décrire sur la laïcité elle-même. On a déjà abondamment parlé de ces questions-là sur le site de l'Observatoire. Vraiment, je vous y renvoie. Comment des gens comme Norman Adjari, par exemple, vont expliquer que, en droit, la laïcité, c'est le nom que les Français donnent à l'apartheid, puisque la France est une société d'apartheid à cause de la laïcité. Donc, effectivement, dans l'ouvrage, on n'a pas rappelé ni Rémi Pellet, mais on a avec nous, moi, Gilles Gouglielmi, par exemple. Je vous rappelle quand même que moi, j'avais co-organisé avec Gilles Gouglielmi, qui est professeur de droit à Paris 1, un colloque sur l'inscription de la transidentité dans le droit français. Il y a les enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et qu'on s'était fait agresser, moi ça m'a coûté un costume, hein, je suis reparti tartiné de plumes et de goudron parce que des activistes trans sont venus nous balancer du goudron avant qu'on commence à parler. Donc non, non, le droit n'est pas du tout épargné par la question woke, qui est très perméable au contraire, parce que beaucoup de juristes ont envie de se donner bonne conscience et veulent montrer que eux aussi ils sont progressistes et que ils sont tout à fait conscients de la souffrance des discriminés. Ça sert aussi le droit de la défense chez beaucoup d'avocats. Donc, syndicat de la magistrature, école du barreau, on a beaucoup de mouvements étudiants qui sont complètement acquis à cette cause-là. C'est vrai que l'ouvrage ne le reflète pas, ça sera, mais on l'a déjà traité cette question et on y reviendra. Oui, et les islamistes aussi utilisent aussi le wokisme donc pour pénétrer
pour imposer notamment, alors il s'intéresse à la finance islamique, il s'intéresse au droit islamique, il s'intéresse au port du voile, hein. On se rappelle la bataille pour les avocats, pour faire entrer le voile dans les tribunaux, etc. Donc le wokisme, pour eux, leur permet de contourner les obstacles juridiques du système français, justement, et au nom du communautarisme, ils peuvent rêver de faire prévaloir leurs Je le droits, sens. leurs objectifs, leurs obsessions. Ouais. Mais c'est vrai que comme ça s'est fait sur une base d'affinité, ce bouquin, Hmm. aussi, pas seulement. Ben, nous, on est dans une université, on est tous les trois littéraires, la majorité des intervenants sont des collègues littéraires, et notre objet de curiosité à l'époque, c'était les sciences dures. C'est pour ça qu'on est allé aussi les chercher. Donc j'avoue que les juristes ne sont pas les plus représentés, mais malheureusement, ça ne renvoie pas à la réalité. Alors, si vous regardez notre précédent ouvrage, nous avions deux articles de juristes, hein, Rémi Pellet et Ouais. puis Anne-Marie Le Pourrier. Tu peux Qui rappeler le traitait de cette précédent question. ouvrage d'ailleurs. Tu peux Oui, oui, rappeler. on On l'a en a montré parlé tout au à début l'heure. avant ton On l'a Ah, déjà ok, apparition. ok. montré. Pour ça, voilà, c'est après la déconstruction. Voilà. Très bien. C'est ça. Moi, je ne l'ai plus. Je peux plus le montrer parce qu'on me l'a volé. Et voilà. Je te le prêterai. Mais c'est gentil, merci. Je l'ai lu. On a une question justement qui nous renvoie Mm. au début de notre rencontre d'Alexis. Faut-il revoir la gouvernance universitaire et les modalités de recrutement au sein de l'université, réformer le CNU, supprimer Le l'HCERES? reste. HCV. Voilà, point d'interrogation. Oh, c'est trop beau pour Xavier Laurent. Ah oui, 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 bah oui, ma réponse. Enfin, Sam, puis Samuel, j'ai été sous tes ordres pour la campagne que tu as menée pour la présidence de Paris 13. Moi, je témoigne que quand tu as quelqu'un de compétent qui est capable de produire 700 pages d'analyse sur le désastre économique, budgétaire, de la recherche, pédagogique d'une université, les gens ne votent pas pour toi. Et ça devrait nous interpeller tous. Donc oui, il faut qu'il y ait une réforme absolument. Enfin, s'il y a quelque chose, nous, on ne milite pas pour sauver le système, on documente le désastre, c'est pas tout à fait pareil. Mais si des gens veulent s'emparer de la question aujourd'hui, je pense que la réforme de la gouvernance, elle est fondamentale. Le CNU, c'est un des garde-fous qui fait que justement, Tariq Ramadan n'a jamais trouvé de poste dans l'université. On a des institutions qui fonctionnent. On avait écrit une tribune, Samuel et moi, sur cette question dans le Figaro il y a 3, 4 ans. On a fait passer notre temps à contourner les institutions pour faire en sorte que justement tout s'effondre en réalité. Donc, avant de tout changer, rétablir la faculté dans ses disciplines, dans ses canons, dans ses couloirs, là, dans ses colonnes, pardon, peut-être couloirs, je sais pas pourquoi je dis couloirs, je pense aux colonnes. Et quant à la présidence des universités aujourd'hui, ben, on est quand même le seul métier où on vote pour notre N+1 qui nous promet une promotion et qui nous promet d'empêcher la promotion du mec d'en face. On est le seul métier où ça existe, ça. Donc Hmm. aujourd'hui, il faut trouver un autre système, sans compter que la sociologie du vote étudiant, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, il pèse pour 80% en réalité dans le choix de l'élection des cadres de l'université. Donc si vous avez une sociologie d'université très orientée idéologiquement, vous aurez, et c'est ce qu'on a vu à Lyon 2 dans ce campus de Bron, eh ben vous aurez une université, une présidence qui correspond à son corps électoral. C'est un métier politique, président d'université. On ne récompense pas des gens brillants pour leur carrière. On crée des carrières de politiciens qui essayent de se faire élire et qui flattent avec les mêmes méthodes qu'on trouve dans les mairies. Hein. Une université, c'est 25 000 habitants, alors c'est 25 000 étudiants, 5 000 personnels, 30 000 personnes qui votent pour un président Il y d'université. en a 1000 qui votent, hein. Et dans ma fac, 450. Bon, Enfin, rendez-vous compte, donc 450 sur 30 000 personnes. Oui. Bon, voilà, donc c'est les ils avaient qu'à militants voter. politiques d'extrême gauche. Ce sont des militants politiques d'extrême gauche, Les absolument. islamistes Qui se... aussi. Donc, c'est le principe de la République universitaire aujourd'hui, il est très problématique. Il faut trouver un moyen, soit de réformer le vote, De le rendre soit obligatoire. de le rendre obligatoire, si on veut respecter le principe universitaire, soit passer par des nominations. De toute façon, aujourd'hui, toutes les universités sont en faillite et sous tutelle. Donc, de toute façon, Les deux l'autorité tiers. universitaire, oui, les 2 tiers, pardon. Pardon. L'autre tiers est sous tutelle depuis 10 ans. Pardon. Donc Samuel, voilà. je crois que Samuel Mayol, c'est un des deux de tes thèmes de recherche actuels. Je crois que tu es en passe de publier quelque chose. Qu'est-ce que tu peux... Oui, bah, je Voilà. viens de publier effectivement un livre sur l'université en crise au pluriel, avec un projet de réforme de l'université. Et je suis rassuré parce que ce que je propose va exactement dans le sens de ce que vient de dire Xavier Laurent Salvador. Donc, a priori, on est sur la même ligne. C'est un vrai problème, le fonctionnement de l'université aujourd'hui.
je pense qu'il est indispensable de reprendre la main. L'État a abandonné l'université, et il Ouais. faut reprendre la main, il faut presque arrêter avec cette élection du président, il faut que le recteur nomme les présidents d'université. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, comme l'a dit Xavier Laurent. C'est devenu uniquement un lieu d'ambition politique. Ne sont récompensés que ceux qui ont voté pour le président. C'est des questions de majorité. Et le pire, c'est que ces gens-là ont une autorité hiérarchique sur ceux qui les ont élus. Donc, vous n'êtes pas dans le bon camp, vous n'avez pas voté pour le bon président, ce qui, en l'occurrence, moi, m'arrive à chacune des élections, pour être franc. Donc, du coup, bah voilà, on se retrouve complètement mis au banc de l'université. Et si en plus vous défendez des théories contre le wokisme, pour la laïcité, contre l'antisémitisme, dans une université comme celle de Paris 13, ben vous êtes complètement foutu. Voilà, ben c'est ce qu'on vit avec Xavier Laurent, nous, au quotidien, en réalité, dans cette université. Donc il est indispensable, effectivement, de réformer l'université. Peut-être que la question de l'autonomie de l'université doit être vraiment posée à nouveau, Ouais. parce que je Ouais. pense qu'elle a posé problème. Ouais. D'accord. Bien, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Emmanuel, Xavier Laurent, Pierre, Samuel. Je vous encourage à nouveau à acheter, si vous le trouvez, peut-être au marché noir, cet ouvrage remarquable enfin, qui est facile, qui n'est pas facile, mais qui se lit assez facilement dans la mesure où c'est une série de contributions et vous pouvez vous y promener au gré de vos propres curiosités. Cette séquence a été... Oui, Emmanuel, Oui, je peut-être une... voudrais juste ajouter qu'il est important que vous mettiez des commentaires pour nous soutenir, notamment sur le site Amazon et sur les différents sites et La sur les réseaux FNAC sociaux. aussi, ouais. Parce qu'il y a une Oui, véritable guerre culturelle qui se joue autour de ce livre, ça devient un objet politique. Et donc, c'est important sur Amazon. Il y a quelques commentaires hostiles qui nous disent ah, c'est illisible et tout, enfin n'importe quoi, des gens qui l'ont pas lu, ou c'est stérin, ou je sais pas quoi. Et donc, vraiment, soutenez-nous aussi par vos commentaires, par votre publicité. très Et bien. si vous En tout voulez cas, une présentation extrêmement pertinente et percutante du wokisme, je vous invite à lire l'introduction d'Emmanuel. Et si vous voulez rire de la bêtise contemporaine, je vous invite à lire la conclusion de Taguieff. Et quand vous aurez lu ces deux petits textes, vous serez très bien informé déjà. Après, il en restera 22 autres. absolument. Ben, c'est un très beau conseil, Pierre, au fond. La première et la dernière contribution, ça vous donne envie de replonger dedans. Écoutez, cette séquence a été enregistrée, elle sera à la disposition de nos amis qui n'ont pas pu se libérer tant pis pour eux, hein, pour être parmi nous. Merci encore, Xavier Laurent, Merci à vous Emmanuel tous. Merci à et vous. Pierre. Et à très bientôt. Et vous savez très bien que le Comité Laïcité République est depuis le début à vos côtés Ouais, et que nous partageons les mêmes orientations et l'amour pour ces principes républicains qui ouais. finalement sont ceux qui sont menacés derrière toutes ces attaques dont vous êtes l'objet. Merci à vous tous et à très bientôt. Le prochain webinaire nous permettra d'accueillir Tristan Bannon. Il aura lieu donc le vendredi 6 juin, si je me souviens bien. Tristan évoquera avec nous un ouvrage qui a quand même déjà 2 ans et qui nous parlera de la relation de Dieu aux femmes, des dieux aux femmes. Voilà, vous connaissez peut-être cet ouvrage et nous aurons le plaisir de l'accueillir pour en parler. Merci encore à vous et bonne Merci à soirée. vous.